Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'entretien exclusif des membres du gouvernement. Malikoura Tassira, la version 3 avec une touche particulière, la délocalisation pour contextualiser cette tribune. Nous sommes à Ségou, en 4e région, précisément à Markala, sous l'emblématique pont de Markala, barrage hydro-agricole, pour parler agriculture avec le ministre qui tient les rênes de ce département, Daniel Siemon Kelema. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Je partage ce plateau avec Mahamadou Khan de la radio Clédou. Bonsoir, confrère. Bonsoir, Sira. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Selon le dernier Conseil supérieur de l'agriculture tenu le 6 mai 2025 au palais présidentiel de Koulouba, le Mali a produit en 2024 plus de 11 millions de tonnes de céréales et plus de 650 000 tonnes de coton-graines. Et pour la campagne agricole 2025, le prix d'achat du coton graines premier choix est fixé à 300 francs CFA. De grandes annonces sont faites pour la campagne agricole 2025. Qu'en est-il exactement? On le saura tout à l'heure avec le ministre. Mais avant, monsieur le ministre, un mot sur Markala avant qu'on ouvre le débat. Être aujourd'hui à Markala, à côté de ce pont emblématique du barrage hydro-agricole, cela a quel sens pour vous? Merci d'abord. Je remercie tous nos téléspectateurs. Et le lieu où nous sommes, c'est un lieu historique pour le secteur agricole en République du Mali. Et ce barrage est un monument. C'est un monument, vu même son âge. Donc un barrage de plus de 80 ans, c'est un monument pour le développement du secteur agricole. L'indicatif, c'est que à partir de ce barrage, le Mali peut être le grenier de toute l'Afrique de l'Ouest et même de toute l'Afrique. Donc ça a un sens vraiment très significatif par rapport au développement de l'agriculture en République du Mali. Ce n'est pas pour rien que nous sommes venus à Markala. Merci. Alors, vous êtes à la tête du département de l'agriculture depuis juin 2024. Qu'est-ce que nous pouvons noter comme grande réalisation? Qu'est-ce qui a changé? Quelle est la touche de l'ingénieur d'agriculture et du génie rural que vous êtes? La mission qui m'a été confiée, c'est que l'agriculture joue un rôle très prépondérant dans la stabilité économique et sociale de notre pays. Et parce que l'agriculture occupe à peu près 80% de la population active qui y tire l'essentiel de sa subsistance. Donc toutes les activités, les initiatives que nous devrons entreprendre doivent aller dans le sens de l'accroissement de la production et de la productivité agricole, que ce soit en matière de recherche, en matière de formation, en matière d'aménagement hydro-agricole, protection des cultures et surtout l'organisation et la structuration des interprofessions que nous encadrons aujourd'hui. Nous avons eu à faire des activités par rapport à ces secteurs-là. Aujourd'hui, quels sont vos axes prioritaires et quelle définition donneriez-vous à la politique agricole du Mali? Bon, nos axes prioritaires aujourd'hui, c'est d'abord en fonction de la lettre de cadrage de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, et qui, dans l'axe 3 de la lettre de cadrage, c'est-à-dire nous devrons œuvrer à la satisfaction des besoins fondamentaux des exploitants et exploitantes agricoles en République du Mali. Et on a traduit ça en action dans le plan d'action gouvernemental que le chef du gouvernement, le Premier ministre, a présenté au niveau du CNT. Donc nos priorités rentrent parfaitement dans ce cadre-là. Et au niveau du département, nous avons d'autres initiatives qui vont dans le sens de la structuration des interprofessions agricoles et surtout la contractualisation de l'agriculture en République du Mali par rapport à la politique de développement agricole qui est l'instrument de mise en œuvre de notre loi d'orientation agricole. Et cette politique de développement agricole a pour but de promouvoir l'agriculture de façon durable, moderne et de façon compétitive.
Alors, Monsieur le ministre, pendant le Conseil supérieur de l'agriculture, vous vous êtes fixé des objectifs précis, hein. Quelles sont les orientations de la campagne agricole 2025? Qu'est-ce qu'on peut noter à ce niveau? Bon, la campagne agricole 2025, en matière de production céréalière, donc nous envisageons atteindre en tout cas plus de 11 686 000 tonnes de toutes céréales confondues et à peu près 692 000 tonnes de coton graines. Les objectifs vont aussi au niveau des autres spéculations, que ce soit le maraîchage, l'arboriculture et d'autres spéculations. Monsieur le ministre, ce sont des objectifs très ambitieux. La question, c'est de savoir, est-ce que vous avez les moyens de votre politique pour réussir cette campagne? Bon, les moyens de notre politique, ce sont les moyens que les plus hautes autorités du pays mettent à notre disposition. Donc, et quand vous voyez la loi, vous avez demandé tout à l'heure la politique, en quoi consiste la politique de développement agricole. Cette politique s'appuie sur la modernisation volontariste de l'exploitation familiale et des entreprises agricoles. Donc de façon volontariste, le mot a son sens. Donc c'est de façon volontariste, il faut une volonté politique affichée pour pouvoir aller à la modernisation de notre agriculture. Et c'est ça qui va permettre aussi de donner des conditions d'émergence d'un secteur agro-industriel qui doit être aussi compétitif, qui doit aussi intégrer l'économie sous-régionale. Voilà un secteur productif compétitif. Monsieur le ministre, les défis sont nombreux, on le sait, je ne vous l'apprends pas, dont celui sécuritaire aujourd'hui. Et quelles sont les dispositions prises par l'État pour faire face à ce défi-là? Parce que pour produire, pour bien produire, il faut être bien en sécurité. C'est le lieu pour moi de remercier les forces de défense et de sécurité du Mali. Il y a 3 ou 4 campagnes agricoles, il y avait des zones où l'accès était très difficile. Et grâce à l'engagement de nos forces de défense et de sécurité, ces zones sont aujourd'hui accessibles. Il reste encore en tout cas quelques séquelles, mais la sécurité est en train de s'installer dans la plupart des zones de production agricole. Il y a souvent des attaques sporadiques pour détruire certains ouvrages, mais nous pensons qu'à court terme, nous arriverons en tout cas à une sécurité qui permettra d'aller aussi à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 2 sécurités qui vont ensemble. Mais déjà, on peut dire que ça va. Dans l'ensemble, on peut déjà dire que toutes ces zones qui étaient considérées comme des zones inaccessibles sont aujourd'hui rendues accessibles. À ce niveau, quelles sont les mesures prises par les autorités pour soutenir les populations des zones affectées? Les mesures prises par les autorités, d'abord, il y a le problème de sécurité qui a affecté certaines localités. Donc, des dispositions sont prises pour les assister d'abord en termes de semences, l'acquisition de semences et l'acquisition d'autres intrants. Et le personnel aussi, d'encadrement, il y a le redéploiement du personnel qui s'était replié à cause du problème de sécurité. Et aujourd'hui, des actions sont en cours aussi, là où il y a le potentiel d'aménager ces zones-là, telles que le cas à l'Office du Niger, là où nous nous trouvons aujourd'hui. On a lancé au courant février le projet de Débroukat pour aménager 4200 nouveaux hectares dans cette zone. Alors, monsieur le ministre, la souveraineté, elle est d'abord alimentaire. Je ne vous l'apprends pas. Aujourd'hui, quelle est la vision du gouvernement en vue de l'atteinte des objectifs liés à la sécurité alimentaire? Bon, les objectifs, la vision du gouvernement, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'avoir une agriculture, un secteur agricole durable. Parce que si on ne produit pas de façon durable, ça pose problème. Donc une agriculture, on va augmenter la productivité et la production, mais en restant respectueux de l'environnement. Il faut que ce soit des techniques qui respectent l'environnement. Deuxièmement, il faut la modernisation. On ne peut pas se développer aujourd'hui si de façon volontariste, on ne développe pas le secteur agricole. Donc c'est ça qui va le rendre beaucoup plus attractif. C'est en modernisant le secteur qu'on peut améliorer le revenu des exploitations et des entreprises agricoles. Et l'autre aspect, c'est de pouvoir vraiment faciliter les accès des acteurs au crédit.
le crédit agricole et aussi à l'assurance. Il faut assurer les uns et les autres. Et pour cela, nous pensons que la voie la plus indiquée, c'est de renforcer les interprofessions. On en a 16 actuellement au Mali. C'est de restructurer, renforcer les capacités de ces interprofessions, les rendre beaucoup plus viables, contractualiser l'agriculture et ça va réduire un peu les risques qui font que les institutions financières restent encore peut-être frileuses pour investir dans notre secteur. Vous l'avez dit, l'accès au crédit est très important. Nous avons vu que vous avez signé avec toutes les banques de la place, la CMDT notamment, pour cet accès au crédit aujourd'hui. Qu'en est-il? Comment ça évolue? Est-ce que cela a été un soulagement pour les producteurs? Bon, c'est le crédit au niveau de la CMDT, il y a le crédit intrant, ça c'est pour acheter les engrais et aussi l'achat du coton graine au niveau des producteurs. Et cette année, on a eu quelques contraintes à ce niveau. À notre entendement, il fallait finir de payer les producteurs au plus tard fin avril pour qu'ils puissent rentrer en possession du prix d'achat du coton. Et les intrants aussi. Nous avons commencé le processus de mise en place des intrants depuis septembre. Parce que habituellement, c'est un système couplé au niveau de la CMDT. C'est-à-dire le camion amène l'engrais et les intrants et retourne avec le coton. Donc on voulait finir avec ce processus avant la fin du mois de décembre. Mais malheureusement, il y a eu certaines contraintes internes à la structure elle-même qui ont fait que ce calendrier n'a pas pu être respecté. Vous venez de le dire, hein, l'agriculture est un secteur de souveraineté. Il occupe plus de 40% du produit intérieur brut. La question, c'est de savoir quelle est la vision de votre département pour l'aménagement des terres agricoles. Bon, pour l'aménagement des terres agricoles, nous avons travaillé en matière d'abord de petite irrigation et aussi la grande irrigation. Il y a les deux. La petite irrigation, nous avons élaboré une première génération de plan national d'irrigation de proximité qui a pris fin en 2021. Et la deuxième génération a été élaborée aussi sur une durée de 10 ans et pour un montant de 333 milliards environ. Et l'objectif qu'on veut en termes d'aménagement, c'est à peu près 85 000 hectares à aménager, de nouvelles superficies, et 140 000 hectares à mettre en valeur. Donc ça, c'est par rapport à l'irrigation de proximité. La grande irrigation, je vous disais tout à l'heure, courant février, le Premier ministre a lancé les travaux d'aménagement et de réhabilitation à Débrou pour 4200 hectares. Et nous avons travaillé aussi avec la Banque ouest-africaine de développement. Bientôt, on va lancer aussi la deuxième phase de ce programme. Donc, qui va s'occuper de la zone de Sélengué et du moyen Bani. Donc, tout ça, ça permettra d'améliorer en tout cas la situation des aménagements hydro-agricoles. Mieux que ça, nous ne devons pas rester éternellement dépendants seulement de la pluviométrie. Donc, on a de l'eau souterraine. Nous sommes dit, les grands bassins de production, on doit avoir l'irrigation d'appoint à ce niveau-là. Donc, quand il y a une poche de sécheresse, au lieu que toute la campagne soit compromise à cause d'une semaine de poche de sécheresse, on peut pouvoir faire l'irrigation d'appoint à partir de la nappe souterraine. Donc voilà en tout cas les objectifs que nous avons au niveau du département. Et pour les zones de Tombouctou, on a déjà un projet aussi qui a été ratifié. Nous allons aménager les plaines de Daï, Amadia, Koriomé et faire l'extension aussi au niveau de cette zone-là. Et réhabiliter aussi les superficies ou bien les ouvrages qui ont été endommagés par les inondations en 2024. Nous vous proposons à présent ce résumé qui fait le point des productions agricoles cotonnières en 2024 et les projections pour la campagne agricole 2025. Le département de l'agriculture a mis en œuvre de grands programmes pour l'atteinte des objectifs. Chaka Konaté nous donne les détails. Pour la campagne agricole 2025, le prix d'achat du coton aux producteurs est fixé à 300 francs le kilo. Le sac de 50 kg d'engrais subventionné à 14 000 francs, celui des engrais organiques à 3 000.
La semence de maïs hybride sera vendue à 1500 les kilos. Ces mesures proposées par le ministère de l'Agriculture pour booster les productions céréalières et cotonnières ont été entérinées par la session du Conseil supérieur de l'agriculture tenue le 6 mai dernier. Ainsi, il est prévu 11 696 721 tonnes de céréales et 682 000 tonnes de coton-graines. Ce sont là quelques prévisions de la campagne 2025. Pour ce qui est du bilan de la campagne 2024, on retient une production céréalière de plus de 11 millions de tonnes et plus de 656 000 tonnes de coton-graines, des résultats que l'on doit à la mise à disposition des producteurs de plus de 37 000 tonnes d'engrais subventionnés, des tracteurs, batteuses, motoculteurs, motopompes et équipements attelés. La campagne a été impactée par les inondations, d'où l'indemnisation de plus de 14 000 producteurs par le commissariat à la sécurité alimentaire. 2769 hectares de superficie ont été aménagés, sur lesquels 1491 hectares ont été réhabilités. Ajoutez à cela le lancement en février dernier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, des travaux d'aménagement de 4200 hectares dans la zone de Ndeboukat de l'Office du Niger sur le financement de la coopération allemande. Le chef du gouvernement a également présidé le forum sur le programme national du système de riziculture intensif. Il y a aussi l'opérationnalisation du recensement agricole qui a permis à ce jour de dénombrer 816 237 exploitations familiales et 316 entreprises agricoles. L'opération se poursuivra sur l'ensemble du territoire. Le département de l'agriculture a aussi travaillé à la sécurisation du foncier agricole. Il a ainsi pu récupérer les périmètres agricoles de Samakou, dont une partie avait été vendue à une société immobilière malgré l'existence d'un titre foncier. Des réformes ont été également lancées dans le secteur. On peut citer entre autres la fusion-absorption des filiales de l'OCC de la CMDT Holding par la CMDT SA, l'opérationnalisation de l'Observatoire national du foncier agricole, les manuels de gestion du Fonds national d'appui à l'agriculture. On n'oublie pas non plus l'élaboration des documents comme la politique nationale du conseil agricole et son projet de décret, le programme national d'irrigation de proximité, deuxième phase, la loi de programmation des investissements dans le secteur agricole, le programme national du système de riziculture intensif, la politique nationale sémencière. Alors, Monsieur le ministre, le Mali a connu ces dernières années des cas d'inondation, ce qui a un peu impacté les cultures, même si ça n'a pas beaucoup joué. Quelles sont les mesures prises aujourd'hui par le gouvernement pour faire face à ce phénomène, pour que de telles scènes, même si elles se reproduisent, que les effets soient moindres? Merci beaucoup. Effectivement, nous avons connu une campagne agricole 2024 où la pluviométrie était quand même irrégulière, mais elle est venue de façon tardive. C'était courant la première décade de juillet que la pluviométrie s'est installée, en tout cas dans tous les bassins de production. Et le déroulement était normal jusqu'au mois de fin octobre, début novembre, où il y a eu des cas de pluie exceptionnels qui ont occasionné des inondations par endroits. Et les dégâts étaient beaucoup plus matériels que sur les parcelles. Donc on a eu des cas de mort d'hommes et je pense que c'est la raison pour laquelle le gouvernement avait décrété l'état de catastrophe nationale. Donc nous avons une pensée pieuse pour les victimes de ces inondations-là et ceux qui ont été blessés aussi, on leur souhaite un prompt rétablissement. Par rapport aux superficies, nous avons fait un recensement exhaustif à partir de nos démembrements qui sont sur le terrain. Et il y a des équipes nationales aussi qui ont été dépêchées sur le terrain pour pouvoir affiner le travail fait par l'encadrement de base. Donc au résultat, on s'est retrouvé avec à peu près 4% de superficie perdue. Ça correspond à peu près à 600 000 tonnes de toutes céréales confondues. Et aussi par rapport aux cultures maraîchères, il y a eu aussi des pertes. Donc nous avons évalué les infrastructures hydro-agricoles qui ont été touchées. Et un programme sommaire a été élaboré pour 25 milliards. Et dans ça, l'urgence s'est manifestée au niveau
la plaine de Sofara dans la région de Mopti pour 334 millions de francs CFA. Et aussi dans la région de Ségou où nous sommes aujourd'hui, à Farako, pour à peu près 150 millions. Et hier, on m'a dit que les 150 millions de Farako sont déjà disponibles. Donc pour que les travaux de réhabilitation soient faits avant que, en tout cas, la nouvelle crue n'arrive. Et par ailleurs, le gouvernement a beaucoup de moyens en place pour approvisionner des populations en céréales, notamment en riz et en maïs par endroit. Et au mois de mars, nous avons connu, suite à des pluies exceptionnelles aussi, un cas d'inondation dans la région de Sikasso sur la pomme de terre. Et la semaine passée, j'étais à Sikasso. On a fait une remise symbolique au niveau de l'interprofession pomme de terre de Sikasso. Mais on les a exhortés aussi à mieux se structurer et à mettre en application aussi le contenu de la stratégie nationale de développement de la pomme de terre en République du Mali. Cette stratégie a été élaborée par l'État et validée par l'État. Dans le même ordre d'idées, quels sont les efforts du gouvernement dans le cadre du soutien aux exploitants agricoles sur l'ensemble du territoire? Le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Les aménagements, tous les ouvrages, c'est le gouvernement qui s'occupe de l'aménagement, en tout cas la mise en place des ouvrages, l'encadrement pour pouvoir faire la mise en valeur de ces ouvrages. Et en termes d'intrants aussi, le gouvernement a soutenu en 2024 à peu près 512 000 exploitants agricoles. Et près de 214 000 dans la zone cotonnière et le reste c'était dans les autres bassins de production. Et ça en semences et en engrais. Il y a eu aussi des équipements qui ont été donnés, donc avec l'appui de certains partenaires. Et ça va des tracteurs, des motoculteurs. À peu près 376 motoculteurs ont été placés. Une cinquantaine de motopompes et d'autres équipements aussi. Près de 200 matériels de culture à télé. Alors, Monsieur le ministre, nous avons constaté qu'il n'y a pas eu de changement par rapport au prix d'achat du coton graine premier choix. C'était 300 francs CFA la campagne passée et c'est 300 francs CFA cette année aussi. Qu'est-ce qui explique ce fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau? Bon, le prix d'achat du coton graine dépend de plusieurs facteurs qui peuvent être endogènes ou exogènes. Le premier facteur, c'est d'abord le cours du prix du coton sur le marché international. Notre pays n'a pas d'influence sur le cours du prix du kilo de coton à l'extérieur. Donc on suit en tout cas le cours au niveau international. L'autre élément qui est encore exogène, ça c'est le cours du dollar. Le cours du dollar joue beaucoup la fluctuation. S'il y a beaucoup de fluctuations, on est obligé d'être très prudent dans la fixation du prix. Et le côté endogène maintenant, ça c'est les charges même à l'interne. C'est-à-dire pour produire un kilo de coton, quelles sont les charges à l'interne, donc le fonctionnement de la CMDT, la mise en place des intrants. Tous ces éléments doivent être pris en compte pour pouvoir analyser et fixer le prix d'achat du kilo de coton graine aux producteurs. Et ce sont tous ces éléments qui n'étaient pas réunis? Tous les éléments n'étaient pas réunis parce que quand on met une entreprise en place, c'est pour aussi avoir des bénéfices. Et chaque année, il y a des analyses qui sont faites pour voir est-ce qu'on peut ajouter certains montants pour rendre le secteur beaucoup plus incitatif ou en le faisant, quel est l'avenir même de la société. Donc il ne faut pas fixer des prix qui ne sont pas soutenables et qui peuvent être préjudiciables pour l'avenir même de l'entreprise. Alors, Malikoura Tassira, c'est aussi le recueil des avis des citoyens à qui le service public est rendu. Ces populations donnent leur avis sur l'action gouvernementale, les programmes exécutés les 6 derniers mois. C'est une réalisation de l'ANCD, l'Agence nationale de communication pour le développement. Suivons et puis nous revenons sur ce plateau.
le ministre de l'Agriculture, il doit aller voir dans le terroir, sur le terrain, dialoguer avec les producteurs, recevoir les producteurs, les appeler, être en contact avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté et qu'est-ce qui peut concrètement leur apporter. J'aimerais qu'ils en fassent davantage, qu'ils approchent le milieu agricole pour vraiment connaître les vraies réalités. Moi, présentement, je suis sur l'axe Kulukoro. Je fais partie des 7 axes qui ont été formés à partir de la direction régionale de l'agriculture. Donc, il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre dans le domaine de l'agriculture. Par exemple, si on prend au niveau des intrants agricoles, ça fait au moins 5 ans maintenant qu'on n'arrive pas à trouver le taux qui a été déterminé. Il y a 7 coopératives. Vraiment, on est tous inscrits à la direction régionale de l'agriculture. Mais présentement, au jour où je vous parle, on n'arrive pas à retrouver la quantité exacte d'intrants qu'on doit nous donner. L'autosuffisance au Mali, ça peut se faire. Si la politique agricole qui existe, si ça a été vraiment élaboré et exécuté dans les conditions normales, la sécurité alimentaire peut être atteinte au Mali. Le travail n'est pas à l'honneur au Mali. On n'a qu'à se dire la vérité, dans notre pays, on ne travaille pas. On ne travaille pas et quand on ne travaille pas, on ne peut pas arriver à l'autosuffisance alimentaire. Moi, je suis promoteur d'une ferme. Aujourd'hui, j'ai toutes les difficultés du monde à trouver de la main-d'œuvre. Vous voyez de jeunes gens qui se promènent en ville, qui sont incapables de venir travailler dans la ferme. Moi, j'ai 35 ans de service dans l'administration. J'ai tout laissé tomber pour aller m'installer sur une ferme. Mais aujourd'hui, vous ne trouverez personne qui va venir travailler avec vous. Et voilà pourquoi je me retrouve moi-même à vendre ma production. Monsieur le ministre, en termes de perspectives, quelles sont vos prévisions, notamment à l'approche de la saison pluvieuse? Bon, nos perspectives, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes céréales confondues, on va à plus de 11 600 000 tonnes de toutes céréales. Et c'est ce qui a été validé au niveau du Conseil supérieur de l'agriculture. Le coton graine, on a prévu 682 000 tonnes de coton graine. Et ça couvre d'autres spéculations aussi, que ce soit les oléagineux, que ce soit l'arboriculture, les cultures maraîchères. Toutes ces cultures-là il y a des projections par rapport à cette campagne-là. Par rapport à la rentabilité du secteur agricole, pilier important de l'économie malienne, l'agriculture occupe près de 80% de la population active et intervient à près de 40% pour la formation du produit intérieur brut, PIB. Cette contribution peut être améliorée, Monsieur le ministre. Quelles sont vos ambitions à ce niveau? Bon, cette contribution peut être améliorée. L'objectif visé par la politique de développement agricole, aller vers une agriculture, la promotion d'une agriculture moderne, compétitive et de façon durable. Et c'est ça qui va nous permettre de créer, de faire l'émergence pour un secteur agro-industriel. Et si ce secteur agro-industriel émerge bien structuré et qui est intégré dans l'économie sous-régionale, nous pourrons être très compétitifs et ça nous permettra d'améliorer non seulement le niveau de la contribution au niveau du produit intérieur brut, mais aussi la création d'emplois, d'autres emplois dans le secteur agro-industriel. Voilà le secteur agro-industriel qui est très important, vous l'avez dit tout à l'heure. Par rapport à cela, est-ce qu'il ne serait pas mieux de penser aujourd'hui à la transformation du coton sur place ici, au lieu qu'on importe par exemple le basin au Mali qui est très rentable? Je suis parfaitement d'accord avec vous parce que moins de 2% du coton est transformé ici, alors que le marché existe. Je pense que nous pouvons inverser cette tendance négative pour améliorer le niveau de la transformation des produits agricoles. C'est-à-dire pas le coton seulement, mais tous les produits que nous avons ici, au lieu que nous soyons pourvoyeurs de matières premières, on peut avoir la matière première et avoir aussi des produits finis au niveau du pays. Ça va créer des emplois, la valeur ajoutée va rester chez nous. Donc, le cas du coton est patent. Avant l'indépendance, nous étions pourvoyeurs de matières premières. Plus de 60 ans après l'indépendance, nous sommes encore pourvoyeurs de matières premières. Ça, ce n'est pas normal. On doit inverser cette tendance
et aller vers la transformation du coton, la transformation des autres produits agricoles au Mali. Et c'est là qu'on pourra aller vers le bien-être de la population malienne. Et un cadre de collaboration avec le ministère de l'Industrie, par exemple, serait la bienvenue? Non, nous travaillons ensemble parce que chacun a son terrain. Nous sommes dans la production de la matière première et eux, ils sont dans la transformation. Et les besoins qu'on ressent sur le terrain, de façon transversale, on leur fait parvenir en tout cas les besoins qui sont pressentis sur le terrain. L'exemple que je peux donner ici, c'est sur ce plateau, c'est l'agro-industrie installée par notre compatriote Sédou Keita. Il a investi beaucoup d'argent, à peu près 15 à 16 milliards pour la transformation des produits. Donc on le salue en tout cas pour cette initiative. Mais cette année, pour l'aider à avoir la matière première en sésame, en soja et en arachide, mon département a élaboré un plan de campagne et nous allons travailler avec, d'abord chercher à identifier tous les acteurs qui sont concernés par ces trois filières pour essayer de contractualiser l'agriculture. Là où nous sommes aujourd'hui, il faut contractualiser l'agriculture. L'agriculture a atteint un certain niveau où on ne peut plus rester dans l'informel. Il faut contractualiser et que chacun puisse respecter en tout cas le contenu de ce contrat. Et c'est là que nous pourrons avoir vraiment les institutions de finances avec nous et aussi, pourquoi pas les assureurs. Donc la contractualisation est la porte d'entrée pour vraiment sécuriser tout ce qu'on est en train de faire de façon durable. Si la modernisation de l'agriculture, je me fais le porte-parole de beaucoup de Maliennes qui ne comprennent pas pourquoi les résultats tardent à ces niveaux, monsieur le ministre, à se matérialiser. Oui, pour moi, les résultats ne tardent pas. Il vaut mieux aller doucement et de façon sûre. Ça ne sert à rien d'avoir tout un parc si le parc n'est pas exploité. Il faut d'abord structurer nos organisations de producteurs, avoir des interprofessions fortes et les responsabiliser par rapport au développement du secteur. Et maintenant, comme je l'ai dit, pour matérialiser cela, il faut vraiment les contrats entre les différentes familles de la chaîne de valeur. Et si on arrive à avoir ces contrats, ça nous permettra vraiment de pouvoir aller vers une modernisation conséquente. Et je sais de quoi vous parlez, mais je pense que nous ne sommes pas en retard. Il y a des années, on a éjecté aussi plus de 1000 tracteurs, en tout cas sur le terrain ici. Mais allez-y voir où est-ce que certains de ces tracteurs se trouvent aujourd'hui. Donc moi, je pense que si on structure bien nos interprofessions, on contractualise l'agriculture et de façon volontariste, on peut moderniser et créer maintenant des conditions idoines pour l'émergence d'un secteur agro-industriel. Et ce secteur agro-industriel maintenant qui permettra à la population de bénéficier de toute la valeur ajoutée de nos produits agricoles. Alors, monsieur le ministre, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a appelé les jeunes à produire au Mali. Est-ce que vous avez une politique précisément pour nos jeunes de la diaspora qui veulent venir investir, par exemple, au Mali? Bon, ici, on a une politique à la matière. Je viens de lancer le mois dernier un programme de 200 jeunes venus tous de la diaspora. Ils veulent aller par les activités de formation d'abord, étudier le milieu et voir maintenant quels sont les secteurs porteurs pour eux, les filières agricoles prioritaires porteuses pour eux, pour pouvoir s'installer. Donc nous sommes en contact avec la diaspora pour pouvoir faciliter leur insertion. Mais la plupart des cas, c'est le côté foncier qui est posé. Et je pense que là aussi, il n'y a pas de contraintes majeures. Et nous avons la zone de l'Office du Niger ici, qui est assez vaste, et il y a du potentiel qui est là. Et leur installation nous permettra vraiment de développer les agropoles tant attendus en République du Mali. Alors, une dernière question, monsieur le ministre. En tant que ministre de l'Agriculture aujourd'hui, quel est ce message au monde agricole pour qu'il y ait plus de productivité au Mali dans l'atteinte de vos objectifs? Le message que je donnerai, c'est vraiment du fond du cœur. C'est par rapport à la gestion des intrants. L'État fournit beaucoup d'efforts
pour mettre des intrants à la disposition de la profession agricole, des équipements. Et je pense qu'il faut beaucoup plus de transparence, la transparence dans la gestion en tout cas de ces intrants et de ces équipements qui sont mis à la disposition du secteur agricole. Et le deuxième message, c'est par rapport à la particularité de cette année. Nous avons des cris d'alerte qui sont dans les pays voisins. Ceux qui m'écoutent, ils savent de quoi je parle. En 2004, nous avons connu l'invasion acridienne ici. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. J'ai vécu ce phénomène sur le terrain et je ne souhaite plus que cela puisse arriver en République du Mali. D'abord, que tout le monde puisse faire des prières pour nous épargner en tout cas de ce fléau et rester vigilant. Dès qu'il y a des signaux quelque part, et qu'on donne l'information à temps, à l'encadrement, et si l'information est reçue à temps, les dispositions peuvent être prises aussi à temps. Le troisième message, c'est par rapport à la restructuration des organisations dans le secteur. L'interprofession, ce n'est pas un seul individu qui est président, il est tout. Il prend un bureau quelque part avec un sac pour dire que je suis l'interprofession. Ce n'est pas ça l'interprofession. L'interprofession, c'est les différents acteurs de la chaîne de valeur. Et chaque famille de la chaîne de valeur constitue un élément de l'interprofession jusqu'au transformateur et au consommateur. Donc nous devrons restructurer nos interprofessions et c'est cela qui nous permettra de contractualiser les activités entre les différentes familles de la chaîne de valeur et je crois que le salut de notre agriculture dépend de cela. Merci, Monsieur le ministre, pour tous ces éclairages. Merci, Mahamadou Kane, pour l'accompagnement pour les questions. Voilà, cet entretien se referme donc ici. En attendant d'autres forats, bien sûr, nous étions avec le ministre de l'Agriculture, Daniel Siemon Kelema à Ségou, précisément à Markala, à côté du pont de Markala. Il nous a fait le point des acquis, des grandes réformes avant de nous faire part des grands programmes du département. J'étais donc avec Mahamadou Kane pour l'animation. Merci une fois de plus. Et un grand merci à l'équipe de production et de réalisation. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci et bonne suite de programme sur nos antennes.